Bienvenue dans cette 10e partie de la série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Dans cette partie, nous allons parler des sous-algorithmes ou des sous-programmes qui sont des notions essentielles en programmation. Lorsqu'on a un problème à résoudre, on peut le décomposer en des sous-problèmes qu'on peut résoudre de façon indépendante. Les solutions de ces différents sous-problèmes, c'est-à-dire les solutions partielles, peuvent être ensuite regroupées pour constituer la solution finale au grand problème. En algorithme, ces solutions partielles constituent ce qu'on appelle des sous-algorithmes, c'est-à-dire des petits algorithmes qui font partie d'un algorithme principal. Il faut noter que le terme sous-programme peut être utilisé à la place de sous-algorithme et inversement. Lorsqu'on fait de l'algorithme, on utilise souvent le terme sous-algorithme et lorsqu'on parle de programme ou qu'on écrit un programme, on parle de sous-programme. Donc par la suite, il se peut que j'utilise le terme sous-programme à la place de sous-algorithme ou inversement. En pratique, lorsqu'on écrit un programme, on se retrouve souvent avec des répétitions de bouts de code. Et l'implication de cela, c'est que lorsqu'on a un changement de logique, il faut repasser partout où cette logique a été répétée pour corriger cela. Pour mieux expliquer cela, nous allons passer par un exemple concret. Donc, supposons que nous avons un algorithme qui nous permet de calculer la puissance d'un nombre saisi au clavier par un utilisateur. Donc, nous avons ici un algorithme que nous avons vu dans une de nos vidéos précédentes. Donc, l'algorithme demande à un utilisateur de saisir une valeur qui représente la puissance et une valeur qui représente la valeur dont on souhaite calculer la puissance. L'algorithme effectue ensuite le calcul de la puissance et affiche la valeur à l'utilisateur. Supposons maintenant qu'on nous demande de modifier cet algorithme de sorte à effectuer cette opération de calcul de puissance deux fois. La première fois d'afficher calcul 1, d'effectuer cette opération. La seconde fois d'afficher calcul 2 et puis d'effectuer encore une seconde fois cette opération de calcul de puissance. Vu que nous avons déjà ici la logique qui permet de réaliser l'opération de calcul de puissance, on peut simplement copier cette logique et modifier ça en affichant les messages de calcul 1 et de calcul 2 avant chaque opération. Donc si nous prenons la logique ici, que nous la recopions et que nous modifions cela, nous pourrons arriver à un algorithme qui ressemble à ça. Donc nous avons cette logique ici que nous avons recopiée. Jusque là, nous avons affiché le message calcul 1 avant d'effectuer l'opération, la première opération. Ensuite, calcul 2 avant d'effectuer l'opération 2. Donc on a juste à répéter cette logique ici. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la logique. On va pas réécrire tout. Donc on a juste à recopier cette logique qu'on a répétée ici. Donc si nous analysons un peu le code, vous allez remarquer que nous avons une répétition de code dans cette partie et dans cette partie. Donc ce bout de code qui fait le calcul de la puissance, c'est-à-dire la logique de calcul de la puissance a été répétée ici et là. Supposons maintenant qu'on nous demande de modifier la façon dont le résultat est affiché à l'utilisateur de sorte à avoir ici puce à la place de puissance. Vu que cette logique ici est répétée là et là, pour réaliser cela, nous serons obligés de réaliser la modification de cette logique ici et ici. Donc on va remplacer puissance ici par puce et nous allons le réaliser également ici. Maintenant, supposons que cette logique a été répétée dans 10 ou dans 20 fichiers. Nous serons obligés de repasser dans tous ces fichiers juste pour pouvoir modifier cette présentation ou cet affichage. Supposons également que nous avons fait une erreur lors de l'écriture de la logique de calcul de la puissance ici par exemple. Donc lors de la correction de cette erreur, nous sommes obligés également de réaliser cette correction partout où le code a été répété. Maintenant, supposons également que cette répétition de code a été faite dans 10 fichiers. Il se peut que lors de la maintenance, nous oublions de corriger cette erreur dans l'un des fichiers. Donc cela peut entraîner des bugs ou laisser des bugs traîner dans notre programme final et qui sont généralement compliqués à être détectés. Donc la conclusion ou l'impact de la répétition de code, c'est que cela rend la maintenance compliquée. Si nous supposons qu'il est possible d'extraire ce bloc d'instructions qui se répète et de lui donner un nom afin de le réutiliser plus tard dans notre algorithme, alors on peut extraire le bloc d'instruction ici, lui donner par exemple le nom calcul puissance et le réutiliser dans notre algorithme.
En procédant ainsi, notre algorithme peut être réécrit de cette façon. Donc ici, on voit qu'on utilise juste le nom que nous avons donné au bloc d'instruction dans notre algorithme. Et l'avantage de cette façon de faire, lorsqu'on nous demande de modifier plus tard la logique de calcul de puissance, on va juste venir ici et modifier cette logique dans le bloc d'instruction. Donc en procédant ainsi, on n'aura pas à modifier le bloc d'instruction à différents endroits, mais on aura à le modifier en un seul endroit. Donc c'est sur ce principe que se basent les sous-algorithmes ou les sous-programmes. Donc les sous-programmes ou les sous-algorithmes, c'est juste des blocs d'instruction nommés qu'on peut réutiliser plus tard dans notre algorithme ou dans notre programme. Dans la pratique, les sous-algorithmes ont deux utilités principales. La première, c'est qu'ils permettent de décomposer un grand problème en plusieurs sous-problèmes qu'on peut résoudre plus facilement. La seconde utilité, c'est qu'ils facilitent la maintenance en rendant des bouts de code réutilisables. Pour résumer, un sous-algorithme est juste un bloc d'instruction auquel on donne un nom et qu'on peut rappeler plus tard dans un algorithme principal en utilisant ce nom. Il existe deux types de sous-algorithmes. Nous avons les procédures qui sont des sous-algorithmes qui ne retournent pas de valeur et nous avons les fonctions qui sont des sous-algorithmes qui retournent une valeur. Nous verrons en détail ce que cela veut dire par la suite. Le format d'un algorithme utilisant des procédures se présente comme suit. Nous avons le mot-clé algorithme suivi du nom ou de la description de l'algorithme. Nous avons le bloc de déclaration des procédures de l'algorithme. Nous avons le bloc de déclaration des variables et le corps de l'algorithme délimité par les instructions début et fin. Donc pour le corps de l'algorithme, la partie déclaration des variables, c'est des choses que nous connaissons déjà. Donc on va plus se focaliser sur la partie bloc de déclaration des procédures. Concernant la déclaration d'une procédure, nous avons le mot-clé procédure suivi du nom de la procédure. Nous avons des parenthèses ouvrantes et fermantes qui contiennent les paramètres de la procédure que nous sommes en train de déclarer. Donc nous allons rentrer plus tard dans les détails sur ce que c'est qu'un paramètre. Donc nous avons ensuite le bloc de déclaration des variables qu'utilise cette procédure. Donc les variables qui sont locales à cette procédure seront déclarées ici. Donc on verra également la notion de variable locale. Donc ensuite, nous avons les mots-clés début et fin qui délimitent le corps de la procédure que nous sommes en train de déclarer ici. Donc on voit ici qu'on a le bloc de déclaration des variables et puis le bloc qui délimite le corps de notre algorithme. Donc ça s'apparente à ce que nous avons pour la syntaxe ou le format d'un algorithme normal. Jusque dans ce cas, nous avons le mot-clé procédure qui précède le nom de la procédure que nous sommes en train de déclarer. Donc la syntaxe pour déclarer une procédure est la suivante ici. Donc si nous avons plusieurs procédures, donc nous avons ces différentes procédures qui vont se déclarer dans le bloc de déclaration de procédure. Donc ensuite, dans notre code ou dans le corps de notre algorithme, nous aurons les instructions qui seront des utilisations ou ce qu'on appelle des appels de notre procédure. Donc ici, on voit que le nom de la procédure est mentionné ici avec les paramètres, les bons paramètres. Donc il y a une autre partie encore dans le corps de notre algorithme, on utilise encore la procédure que nous avons déclarée ici. Donc pour l'utilisation, il suffit d'appeler la procédure lui passant les paramètres que nous avons définis ici. Donc ici, nous avons la déclaration et ici, nous avons l'utilisation ou l'appel de la procédure. Donc si nous revenons ici sur les paramètres, donc il faut noter qu'un sous-algorithme ou un sous-programme fonctionne comme une fonction en mathématiques. C'est-à-dire que le sous-algorithme ou le sous-programme peut prendre des paramètres. Donc il peut prendre 0 ou plusieurs paramètres. Donc la procédure n'a pas besoin de paramètres pour fonctionner, elle aura 0 paramètres. Donc le nombre de paramètres dépend de ce que le sous-programme ou le sous-algorithme fait. Donc cette règle reste générale, que ce soit pour les fonctions ou pour les procédures. Donc ça s'applique aux sous-algorithmes de façon générale. Donc il faut noter que nous avons deux types de paramètres. Nous avons des paramètres que nous appelons des paramètres formels et des paramètres que nous appelons des paramètres effectifs. Donc si je reviens au format, donc lors de la déclaration, les paramètres que nous déclarons ou que nous passons à notre procédure lors de la déclaration ici, c'est ces paramètres que nous appelons les paramètres formels.
Donc, à l'utilisation, les paramètres qui sont réellement passés à la fonction ou à la procédure lors de l'utilisation, c'est ces paramètres qu'on appelle les paramètres effectifs. Donc ici, on peut dire que c'est des valeurs qui nous permettent juste de savoir que ici, nous allons, lors de l'utilisation ou de la perte de la procédure, passer une valeur. Donc les vraies valeurs qui sont passées lors de l'utilisation de la procédure ou de la fonction, c'est ce qu'on appelle les paramètres effectifs. Et les paramètres qui sont passés lors de la déclaration sont ce qu'on appelle les paramètres formels. Donc c'est la différence entre les paramètres formels et les paramètres effectifs. Donc lorsqu'on parle en pratique de paramètres, on parle de paramètres formels, et lorsqu'on parle d'arguments, on parle de paramètres effectifs. Donc si nous revenons aux procédures, c'est-à-dire des sous-algorithmes qui ne retournent pas de valeur, nous avons un exemple ici de sous-algorithme, c'est-à-dire d'une procédure qui permet de calculer le carré d'un nombre. Donc nous avons ici notre algorithme, donc algorithme carré. Nous avons le bloc de déclaration des procédures, donc on déclare là notre procédure qui est nommée carré et qui prend ici un paramètre. Et ce paramètre est de type réel. Donc nous avons ensuite le bloc de déclaration des variables, vu que notre algorithme, notre sous-algorithme, c'est-à-dire la procédure dans ce cas, n'a pas de paramètres ou de variables locales, donc on n'a aucune variable qui est déclarée ici. Donc nous avons ensuite le corps de notre procédure ici, qui affiche le carré de la valeur passée à l'utilisateur. Donc ici, nous avons la déclaration de notre procédure qui sera plus tard utilisée dans l'algorithme principal. Donc nous avons ensuite le bloc de déclaration des variables de l'algorithme principal. Donc, nous déclarons ici un nombre, une variable nombre qui est de type réel. Au début de l'algorithme, on invite l'utilisateur à saisir la valeur ou le nombre dont il souhaite calculer le carré. On lit la variable qu'on affecte, on lit la valeur saisie qu'on affecte dans la variable nombre qu'on avait précédemment déclarée. Et ensuite, on fait appel à la procédure que nous avons déclarée ici, la procédure carré, en lui passant en paramètre la valeur x que nous avons déclarée ici. Donc, dans ce cas, la variable x représente pour nous le paramètre formel et la valeur et la variable nombre représente dans ce cas le paramètre effectif. Donc du coup, nombre représente pour nous l'argument et x représente pour nous le paramètre. Nous allons donc écrire cet algorithme en utilisant l'outil de test AlgoBoss afin de nous permettre de voir comment écrire une procédure dans la pratique. Je vais donc commencer par déclarer ma procédure. Donc je viens là, je clique sur fonction locale, je fais nouvelle ligne. Donc là j'ajoute une nouvelle procédure, donc je fais carré. Je précise le paramètre, donc là je vais passer un seul paramètre, donc je mets x. Donc j'ai automatiquement une fonction qui est ajoutée par AlgoBoss ici. Donc j'ai les variables qui sont locales à le bloc de variables, les déclarations de variables locales à ma fonction ou à ma procédure. J'ai le bloc de début et de fin de fonction ou de procédure. Donc là, je vais ajouter mon instruction qui va me permettre d'afficher le carré du nombre saisi par l'utilisateur. Donc là, je vais juste ajouter une instruction d'affichage de calcul. Donc je vais mettre la valeur x multiplié par x. Je fais OK. Donc lorsque l'utilisateur va saisir la valeur dans mon algorithme principal, je vais juste passer cela à cette procédure qui va m'afficher le résultat du calcul. Donc ici, comme on l'a précédemment dit, vu que AlgoBoss ne nous permet pas de créer des procédures de façon explicite, c'est pourquoi on passe par l'utilisation d'une fonction. Mais là, c'est juste qu'on ne retourne pas de valeur. Donc je reviens maintenant dans mon algorithme principal. Je vais ajouter la déclaration d'une nouvelle variable. Donc on va ajouter une variable nombre qui va nous permettre de stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Donc je fais OK.
Donc au début de l'algorithme, je vais ajouter une nouvelle ligne qui va me permettre d'afficher un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir le nombre dont il souhaite calculer le carré. Donc je vais dire ici, veuillez saisir le nombre dont vous souhaitez calculer le carré. Donc je fais OK. Je vais ensuite ajouter une nouvelle ligne pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc je fais ici lire, ajouter lire variable. Donc je vais lire la variable nombre que nous avons saisi précédemment. Donc il me suffit maintenant d'ajouter une nouvelle ligne où je vais faire appel à la fonction ou plutôt à la procédure que j'ai déjà déclarée en lui passant la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Donc ici, je peux afficher un message avant. Je peux mettre par exemple le carré est, donc je mets le carré est 2 points. Donc je vais maintenant ajouter ma ligne qui me permet d'afficher le résultat du calcul. Donc ici, je vais faire afficher, ajouter, afficher calcul. Donc c'est là que je vais faire appel à ma fonction que j'ai créée. Donc je vais mettre ici carré. Donc je mets ici carré ou je peux même procéder autrement. Je peux faire ceci. Donc je viens dans la partie fonction locale et puis je fais appeler fonction. Donc là j'indique ici que je fais appel à la fonction carré en lui passant la valeur ici nombre que l'utilisateur saisit. Donc je fais OK. Donc on va tester l'algorithme pour voir ce que ça donne. Donc je lance l'algorithme, on me dit de saisir la valeur dont je souhaite calculer le carré. Donc je mets par exemple 2, je fais entrer. Donc j'ai le résultat escompté, genre ici le carré est 4. Donc je peux tester encore une fois. Donc je peux mettre la valeur 3 par exemple, donc je m'attends à avoir 9. Donc j'ai le résultat escompté également. Donc nous avons dans un premier temps déclaré la procédure que nous avons par la suite appelée dans notre algorithme principal. Donc on peut aller loin, comme nous l'avons dit. Supposons que nous voulons répéter la même chose, donc on va juste ajouter une nouvelle ligne et faire appel encore une fois à cette fonction. Donc supposons qu'on veuille afficher encore le message, appeler la même fonction une deuxième fois. Donc il nous suffit de faire ceci. Donc ça veut dire que lorsqu'on va tester l'algorithme, le carré sera affiché 2 fois. Donc la valeur est affichée 2 fois, mais ici, vu que je n'ai pas ajouté de retour de ligne, c'est pourquoi j'ai la valeur 99, c'est-à-dire 9 suivi de 9. Donc c'est de cette façon que nous pouvons tester l'utilisation ou un algorithme qui utilise une procédure en utilisant l'outil AlgoBoss. Donc nous sommes passés par une fonction qui ne retourne juste pas de valeur pour réaliser cela. Concernant le format d'un algorithme utilisant des fonctions, il se présente comme suit. Nous avons le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme ou de la description de l'algorithme. Nous avons ensuite le bloc de déclaration des fonctions, le bloc de déclaration des variables et le bloc représentant le corps de l'algorithme délimité par les instructions début et fin. Dans le bloc réservé à la déclaration des fonctions, nous avons, pour chaque fonction, nous avons le mot-clé fonction suivi du nom de la fonction, l'ouverture et la fermeture des parenthèses qui contiennent les paramètres de la fonction. Nous avons le bloc de déclaration des variables locales à la fonction que nous sommes en train de déclarer. Nous avons les instructions début et fin qui délimitent le corps de la fonction que nous sommes en train de déclarer. Donc vous allez remarquer que le format est pratiquement le même que pour la déclaration des procédures. Donc la particularité, c'est l'instruction de retour de valeur que nous avons ici. Donc pour une fonction, nous avons l'instruction retourner qui nous permet de retourner la valeur qui est issue de l'exécution de notre fonction. Donc c'est ça qui fait la différence avec les procédures. Donc nous avons ensuite dans le corps de notre algorithme principal l'appel
à la fonction que nous avons déclarée ici, en lui passant certains paramètres. Donc tout ce que nous avons vu au niveau des procédures s'applique également aux fonctions. Et la seule particularité, c'est que les fonctions, elles retournent une valeur. Et pour retourner la valeur, on utilise l'instruction retourner pour réaliser cela. Nous avons donc ici notre algorithme de calcul de carré d'un nombre de tout à l'heure qui est réécrit en utilisant une fonction. Donc au début de l'algorithme, nous commençons par déclarer la fonction carré qui prend un seul paramètre qui est de type réel ici. Donc dans le corps de notre fonction, on retourne juste le carré du paramètre x qui est déclaré ici. Donc si nous revenons au corps principal de notre algorithme, nous déclarons dans un premier temps une variable nombre qui va permettre de stocker la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Au début de l'algorithme, on affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir le nombre dont il souhaite calculer le carré. On lit cette valeur saisie par l'utilisateur qu'on affecte dans la variable nombre que nous avons précédemment déclarée ici. Donc on affiche ensuite le carré de la valeur saisie par l'utilisateur en faisant appel à la fonction carré que nous avons déclarée ici et en lui passant comme paramètre effectif le nombre qu'a saisi l'utilisateur. Donc il faut noter qu'ici, lors de l'exécution de cette ligne, le carré de nombre, c'est-à-dire l'appel de la fonction, sera remplacé par le résultat issu de l'exécution de cette fonction. Donc dans ce cas, ce serait remplacé par la valeur qui sera retournée ici. Donc on aura le carré de nombre est résultat ici de l'exécution de cette fonction, en faisant appel aux paramètres que nous avons saisis ici. Afin de pratiquer l'utilisation des fonctions, nous allons réaliser ce petit exercice où on nous demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre, puis d'afficher le carré, le cube et la puissance de 4 du nombre saisi par l'utilisateur. Une proposition de solution pour cet exercice peut se présenter comme suit. Donc au début de notre algorithme, nous commençons par déclarer une fonction puissance qui prend ici deux paramètres. Le premier représentant le nombre dont on souhaite calculer la puissance et le second représentant l'exposant. Donc le premier nombre est déclaré en tant que réel et le second en tant qu'entier. Donc nous commençons par déclarer des variables qui sont locales à notre fonction et que nous allons utiliser pour réaliser le calcul de la puissance. Au début de l'algorithme, on affecte la valeur 1 au résultat et on met en place une boucle qui va nous permettre de calculer progressivement la puissance du nombre en question. Donc après le calcul du résultat en utilisant cette boucle que nous avons mise en place, nous retournons, après l'exécution de la fonction, nous retournons le résultat issu du calcul de la puissance. Donc concernant l'algorithme principal ici, nous déclarons une variable qui va nous permettre de stocker la valeur saisie par l'utilisateur et dont nous souhaitons calculer la puissance. Donc on affiche un message à l'utilisateur pour lui demander de saisir le nombre. On lit la valeur saisie par l'utilisateur quand on affecte dans notre variable nombre que nous avons précédemment déclarée. Ensuite, on affiche le carré de la valeur saisie à l'utilisateur en utilisant la fonction puissance que nous avons précédemment déclarée. Donc on fait appel à cette fonction puissance en lui passant le nombre saisi par l'utilisateur est 2 dans ce cas. Donc ça veut dire que cela va nous permettre de calculer le carré du nombre saisi par l'utilisateur. Donc on procède pareil pour le calcul du cube de la valeur saisie par l'utilisateur. On fait également appel à la fonction que nous avons déclarée ici. Et pareil pour la puissance de 4 également. Donc on utilise le même principe. Donc on fait juste à chaque fois appel à la fonction puissance que nous avons déclarée. Donc cela nous permet ainsi de réutiliser le bloc de code que nous avons ici. Donc on réutilise cette logique et lorsqu'il y a un souci, on corrigera juste le bug ou le problème ici et notre algorithme va continuer par fonctionner normalement. Donc comme nous l'avons vu, cela facilite plus tard la maintenance du code. Donc voilà cette proposition. Donc, nous allons tester cela en utilisant notre outil de test AlgoBoss.
Donc pour cet algorithme, nous allons commencer par déclarer la fonction puissance. Donc j'ajoute ici nouvelle ligne. Déclarer une nouvelle fonction, je vais nommer cette fonction puissance. Donc cette fonction va prendre deux paramètres. Donc le premier paramètre va représenter le nombre dont nous souhaitons calculer la puissance. Le deuxième paramètre va représenter l'exposant. Donc je nomme ça de cette façon, nombre et puis exposant. Donc au début de notre fonction, ici nous aurons besoin de deux variables. Donc la première, en déclaration de variable locale, donc la première sera celle que nous allons utiliser pour mettre en place notre boucle de calcul de la puissance. Nous aurons également une seconde variable qui va permettre de stocker le résultat issu du calcul. Donc je mets ici results. Donc au début de la fonction, nous allons initialiser d'abord notre variable résultat en lui donnant la valeur 1. Donc je reviens ici, je fais ajouter, affecter, valeur. Donc là, je choisis la valeur résultat. Je lui donne la valeur 1 au début. Ensuite, je vais mettre en place ma boucle qui va me permettre de calculer la puissance. Donc j'ajoute une nouvelle ligne ici. Je vais mettre en place une boucle donc je vais dire pour i allant de 0 jusqu'à la valeur exposant moins 1. Donc je mets ici exposant, la valeur exposant moins 1. Je fais OK. Donc pour i allant de 0 jusqu'à la valeur exposant moins 1, je vais calculer le résultat. Donc là, je vais effectuer une affectation de valeur. Donc je fais ici affecter variable A. Donc je prends le résultat serait égal à la valeur actuelle du résultat multiplié par le nombre qui sera saisi par l'utilisateur. C'est-à-dire le nombre dont on souhaite calculer la puissance. Donc je fais OK. Donc, après le calcul, je dois retourner le résultat issu du calcul. Donc, j'ajoute une nouvelle ligne ici. Je fais retourner valeur. Donc, je prends fonction locale. Je fais ici renvoyer une valeur. Donc, la valeur que je souhaiterais renvoyer, c'est résultat. Donc, je fais ici result. Donc là, je viens de finir la déclaration de ma fonction. Donc, il faut maintenant écrire le programme principal ou l'algorithme principal. Donc dans l'algorithme principal, je vais juste déclarer une nouvelle variable ici qui va représenter le nombre saisi par l'utilisateur. Donc je mets ici n nombre. Donc au début de l'algorithme, j'ajoute encore une nouvelle ligne. Donc je vais demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc je fais ici pour faire simple, je vais mettre directement saisir la valeur. Donc c'est la valeur dont nous souhaitons calculer le carré, le cube et la puissance de 4. Je vais ensuite ajouter une nouvelle ligne pour lire la valeur saisie par l'utilisateur et le stocker dans la variable nombre que nous avons déclarée ici. Donc là, je fais lire variable. Donc lire variable. On choisit ici nombre. Je fais OK. Ensuite, j'ajoute une nouvelle ligne. Donc maintenant, je vais procéder à l'affichage des valeurs, c'est-à-dire les puissances. Donc ici, je vais afficher le message. Donc je vais mettre ici le carré de, où je vais faire simple. Donc je vais mettre le carré est 2 points. Là, je vais afficher je vais modifier ça. Je modifie cela, cette ligne, pour donner de l'espace ici, avant et après. Donc je vais maintenant ajouter une nouvelle ligne où je vais afficher le carré.
Donc là, je vais faire appel à la fonction de tout à l'heure. Donc je vais mettre ici, je peux choisir soit utiliser, appeler fonction. Donc je fais dans ce cas, je vais appeler ma fonction puissance que j'ai créée. Donc je fais puissance en lui passant comme paramètre le nombre. Donc je vais calculer le carré. Donc il suffit que ma valeur exposant soit égale à 2. Donc je fais OK. Donc j'ajoute une nouvelle ligne. Je vais ajouter le message. Donc je vais dire ici le cube est 2 points, espace, je fais OK. Je vais maintenant procéder pareil. Donc je viens ici, fonction locale. J'ajoute ici une nouvelle ligne. Je fais appeler fonction. Donc là, je mets encore puissance. Puissance. En lui passant la valeur, toujours nombre. Mais cette fois-ci, je vais afficher le cube. Je fais OK. J'ajoute une nouvelle ligne où je mets encore une fois un message. Donc là, je vais mettre la puissance de 4, la puissance 4. La puissance 4 est 2 points, espace. Je fais OK également. Donc là, maintenant, je vais ajouter une nouvelle ligne qui va me permettre d'afficher la puissance de 4. Donc je fais ici appeler fonction. Donc je fais puissance. Toujours le même nombre, mais cette fois la puissance de 4. Donc je fais OK. Pour faire un résumé, nous avons la déclaration de la variable avec les paramètres. Nous avons ici les appels de la fonction avec les paramètres effectifs ou les arguments. Donc on va tester cela pour voir si tout est OK. Donc je lance l'algorithme, on me dit de saisir une valeur. Je mets 2. Je fais entrer. Donc on me dit ici le carré est, mais je n'ai pas de valeur. La puissance est, je n'ai pas de valeur. Donc il y a sûrement une erreur là. Au niveau des appels de fonction, donc j'ai puissance. Donc soit c'est au niveau des appels de fonction que j'ai raté. Donc je peux juste faire ça, supprimer la ligne. Supprimer également ça. Supprimer également ça. Donc là, je vais ajouter une nouvelle ligne de nouveau. Donc carré est. Donc je prends renvoyer, afficher un résultat, afficher un calcul. Donc là, quel calcul je veux afficher? Je veux calculer la puissance de... Donc je passe le nombre ici en lui passant 2. Donc je vais tester cela pour voir ce que ça donne. C'est l'algorithme, donc je vais mettre 2 ici. Oui, donc j'ai bien le résultat. Donc je vais continuer et modifier, ajouter de nouvelles lignes ici pour le calcul de la puissance. Donc je fais, donc au lieu, donc l'erreur que j'ai fait, c'est de faire appeler fonction au lieu d'afficher plutôt au lieu d'utiliser plutôt l'affichage de calcul. Donc c'est ce que j'ai raté tout à l'heure. Donc du coup là, je vais ajouter un nouvel affichage de calcul toujours. Donc je fais ici puissance, donc je passe toujours le nombre. Cette fois-ci, j'utilise le 3 comme exposant. Ok, donc je fais la même chose pour la dernière ligne. Donc j'ajoute une nouvelle ligne, afficher calcul. Donc je vais encore faire appel à ma fonction. Donc je fais puissance, je mets mon nombre et je mets la valeur 4 dans ce cas. Donc je teste de nouveau cela pour voir ce que ça donne. Je lance l'algorithme, je mets la valeur 2. Donc le carré de 2 c'est 4 parce que ça fait 2 fois 2 ça fait 4.
Le cube de 2, c'est 2 fois 2 fois 2 qui fait 8. Et la puissance de 4 de 2, c'est égal à 16. Donc j'ai le résultat escompté, juste que j'ai l'affichage qui est un peu raté ici, mais que je peux corriger. Donc je peux simplement cliquer là et modifier la ligne ici. J'ajoute un retour de ligne, donc je fais pareil ici. Modifier, ajouter retour de ligne pour avoir un meilleur affichage. Modifier, ajouter retour de ligne. Donc si je relance maintenant mon algorithme, je mets 2. Donc j'ai le résultat escompté et les éléments sont bien disposés. Donc je peux faire pareil pour 10. Donc 10 au carré ça fait 100, 10 au cube ça fait 1000, 10 exposant 4 ça fait 10 000. Donc c'est bon. Donc voilà pour cette partie sur l'utilisation des fonctions. Une dernière chose à ajouter avant de terminer cette partie. Lorsque nous déclarons une fonction, les variables qui sont déclarées à l'intérieur de la fonction sont dites des variables locales, c'est-à-dire des variables qui ne sont pas accessibles à l'extérieur de la fonction. Donc toutes les variables que nous avons déclarées ici sont des variables qui ne sont pas accessibles à l'extérieur de la fonction. Donc ces variables sont dites des variables locales. Alors que les variables qui font partie de l'algorithme principal sont des variables qui sont accessibles lorsqu'on est à l'intérieur des fonctions. Donc, c'est des variables qui sont considérées comme des variables globales. Donc, la différence entre variables globales et variables locales, c'est que les variables locales sont accessibles seulement à l'intérieur des sous-programmes à l'intérieur desquels elles ont été déclarées. Donc, pas accessibles à l'extérieur. Donc, une variable qui est déclarée en tant que variable globale, elle est accessible n'importe où dans le programme ou dans l'algorithme. Donc voilà pour cette partie sur les sous-algorithmes. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.